Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 30 juillet, 9e dimanche après la Pentecôte. 3 séquences. Tout d'abord, une rencontre avec monsieur l'abbé Barthes, notre vaticaniste, à l'occasion de l'annonce faite par le pape François de la nomination le 30 septembre prochain de 21 nouveaux cardinaux. Voilà, qui sont ces 21 nouveaux cardinaux? Ensuite, seconde séquence avec Pascal Théry, secrétaire de l'association Jubilé de la Vendée, qui organise au Mont des Alouettes, le 2 septembre prochain, une journée de rencontre à l'occasion du 2e centenaire de l'anniversaire de la venue de la duchesse d'Angoulême au Mont des Alouettes, donc en 1823. Et enfin, nous nous rendrons en Espagne avec Louis-Martin Fermont qui vient de faire le pèlerinage d'Oviedo à Convadoga avec l'association Nuestra Señora da Cristianda, pèlerinage qui a donc eu lieu les 22, 23 et 24 juillet dernier. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour cher enfant. Donc vous êtes un vaticaniste reconnu. Le terme est trop fort. Le 30 septembre prochain, le souverain pontife, le pape François, nommera en consistoire de nouveaux cardinaux. Qui sont-ils ? Alors, ce sont encore de nouveaux cardinaux, c'est ce qu'il faut dire dans cette affaire-là, c'est le 9e consistoire. Voilà, et là il y a 21 cardinaux. Là, il y a 21, dont 20 vont voter, ce qui augmente encore le chiffre des Bergogliens, en tout cas des nommés par le pape Bergoglio dans le conclave, qui arrive à quelque chose comme 90, dans la majorité absolue, 90, ils sont plus que ça. Ils sont 110, 115 votants. Alors, y a-t-il des nominations particulièrement révélatrices dans ces nouveaux cardinaux ? Bon, bien entendu, il y a les nominations de curie, c'est en soi normal, c'est-à-dire que les préfets, ce qu'on appelle les dicastères maintenant, non plus les congrégations, qui ne sont pas cardinaux, sont nommés cardinaux, très bien. Mais ça concerne qui, ça ? Alors ça concerne surtout, c'est celui dont on parle le plus, le dicastère de la doctrine de la foi. Donc Monseigneur Fernandez, évêque de La Plata en Argentine, qui est un grand ami du pape et qui est considéré, juste à dire, dans tout ce qu'il a dit, comme très progressiste. Il y a aussi celui des églises orientales, dont 3 qui sont normaux, si on peut dire, mais quand même qui sont bien dans la ligne du pontife, puisque s'il les choisit comme préfet, c'est qu'ils sont dans la ligne actuelle, véritablement, très fortement. Et d'autres nominations, à part les cardinaux de curie, qui sont marquantes ? Oui, il y a le cardinal le patriarche de Jérusalem, Pilzabal. Ça, c'est une nomination a priori très politique. C'est une nomination très politique, oui, et d'une bonne politique, je crois. On nomme le patriarche de Jérusalem, qui jadis était toujours un Italien, puis après ce sont des locaux qui ont été nommés à ce poste-là, qui n'ont jamais été cardinaux. Et désormais, on revient à des Italiens, c'est eux qui s'occupent de la custodie du Saint-Sépulcre. Et de fait, c'est pour asseoir la présence du Saint-Sépulcre, tant vis-à-vis des Juifs que des Arabes, sur des Juifs quand même, il faut bien le dire, des Israéliens. Donc c'est un acte que je n'ai pas approuvé ou ne pas approuvé, enfin qui me plaît. Voilà ce que je peux dire. Alors, parmi tous ces cardinaux, à moins que vous souhaitiez en évoquer d'autres Non, on va parler des Français. Alors voilà, il y a 2 Français. Oui. Donc il y a Monseigneur Boustillot, qui est un franciscain, évêque d'Ajaccio, et Monseigneur Christophe Pierre, qui a été nonce apostolique aux États-Unis. Alors que sait-on de ces 2 Français ? Il est toujours. Oui, parce que justement, ça aussi, c'est une particularité de cette fournée, c'est qu'il y a 3 nonces apostoliques. Très curieusement, ce pape François aime beaucoup les nonces apostoliques. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, alors qu'ils ne sont pas particulièrement pastoraux, puisqu'ils s'occupent d'une nonciature, mais enfin, n'empêche. Et autrefois, on nommait un nonce apostolique cardinal
à la sortie de sa fonction. Là, il veut les honorer particulièrement. Et celui-là, spécialement, ce Christophe, parce qu'il est chargé de quelque chose de très délicat, à savoir gérer l'Église. Les évêques américains, vous avez compris, qui sont dans le collimateur. Alors moi j'ai compris, mais d'autres téléspectateurs peut-être pas. Pouvez-vous nous dire le problème entre le pape François et l'épiscopat américain? L'épiscopat américain est un épiscopat, on va dire, wojtylian, Jean-Paul II. Et ce faisant, c'est un gros épiscopat, il doit être 300 ou quelque chose comme ça. Très nombreux, très riches par ailleurs, qui arrosent beaucoup le Vatican, enfin jusqu'à présent, et qui sont extrêmement classiques, et qui sont vraiment l'épine dans sa chair pour ce pauvre pape, parce que justement, étant comme cela, ils sont pas dans la ligne de sa ligne actuelle, notamment en liturgie. Si on peut dire que Traditionis Custodes, il y a des tas de raisons pourquoi cette entreprise a été lancée, mais elle a été lancée surtout, je pense, contre les Américains, qui sont classiques et qui facilement se font alliance avec les traditionnels, célèbrent les messes traditionnelles. Ça, le pape ne supporte pas et il essaye de changer, comme ça se fait toujours quand on veut changer un épiscopat, pas à pas, chaque fois qu'un évêque prend sa démission, on nomme un autre qui est dans la ligne différente. Et pour ça, il faut un nonce qui soit tout à fait adéquat, non pas Vigano, mais Christophe. Et Christophe est cet homme-là. Voilà pourquoi ce Français a reçu la pourpre. Parce qu'il est vraiment l'homme de la situation. Il est très migrant aussi, très anti-Trump. Il avait protesté contre les expulsions, les murs, enfin tout le reste. Oui. Bon, ça c'est le premier. Le second, c'est Bustillo, ou Bustillo, comme on peut dire. On peut l'appeler en effet Bustillo, parce que d'origine, il est espagnol. Il a été ensuite, il est devenu franciscain conventuel, oui. C'est ça, en Italie, qui connaît bien l'Italie. Et il avait fait des études en France. Et il a son action pastorale a été en France dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Voilà, donc c'est un homme, alors lui, qui est un peu différent des autres. Les avis sont partagés sur lui. Manifestement, on pourrait le donner comme plutôt classique, mais classique un peu à part. Je dirais classique troisième voie, si vous voulez, ouais, spirituel, voilà. Et alors, ceux qui l'aiment pas disent, il joue là-dessus. Bon, enfin, et voilà comme il est. Il a fait une chose importante dans sa vie, un livre. Enfin, il a fait 2 livres, mais un. Voilà, la vocation du prêtre face aux crises. En Nouvelle Cité, en 2021, juste avant de devenir évêque d'Ajaccio. Juste avant. Or, ce livre a été fait avec les conférences de retraite pour préparer une ordination sacerdotale. Il parle du sacerdoce, à la fois de manière spirituelle et sociologique. Le prêtre, enfin, il est pour le prêtre quand même. Il n'est pas pour la disparition du sacerdoce, qui est une très bonne chose. On ne peut que s'en réjouir. Clérical, si on veut. Et le fait est qu'il est allé offrir ce livre au pape, avec lequel il parle espagnol ou en italien, mais enfin espagnol surtout. Ça lui a beaucoup plu. Et le pape l'a fait traduire en italien et l'a distribué tout autour de lui, au Vatican, à Rome. C'est devenu le livre qu'offrait le pape sur la spiritualité sacerdotale. Et je pense, sans trop m'avancer, que c'est le livre qui l'a fait cardinal. Voilà qui est-il. Donc nous avons en effet deux cardinaux français, mais c'est pas beaucoup parce que Et il y a surtout des sièges autrefois cardinalices dont le titulaire n'est pas cardinal. Comme l'archevêque Rennes, par exemple. Et Paris. Paris. Pourquoi Ulrich n'est-il pas cardinal? Ça, c'est une question. Bordeaux, Rennes, Lyon, désormais, sauf Marseille. Lille, il vient d'arriver. Marseille est cardinal. Marseille qui est en effet dans la ligne François, mais de manière, on va dire, très, très libérale, puisque c'est par ailleurs, il faut savoir qu'il aide, mais en tout cas qu'il traite très bien les traditionnels de Marseille. Alors, dernière question, vous l'avez dit un peu au début, mais vous pouvez nous le rappeler. Comment serait aujourd'hui constitué le Sacré Collège en cas de conclave? Donc, le conclave, c'est la réunion des cardinaux pour l'élection du pape. Qui peut arriver, évidemment, d'un jour à l'autre, toujours, bien sûr, mais au fur et à mesure que le pape s'approche, c'est un conclave très particulier, ils seront très nombreux, puisque, sauf erreur, 120 qui sont déjà de votants, plus 20, ça fait 140. Ça va être colossal. On peut pas, à chaque fois qu'après chaque consistoire, vous m'avez déjà interrogé lors des derniers consistoire, et je disais, on ne peut pas savoir, même si ce sont des nominations bergoliennes, si ce sont des votes dans un sens bergolien. Ça, on ne peut rien savoir, parce que les cardinaux restent libres, ils sont quand même, il y a des tas qu'on ne connaît pas, certes,
Mais maintenant, ça fait quand même un nombre de cardinaux, vraiment de lignes, on va dire, pour parler comme Benoît XVI, herméneutique de rupture, comme notamment le cardinal de la foi. Oui, Fernandez, qui sont quand même en nombre assez considérable. Donc là, je dois dire que si on laisse les choses se faire toutes seules, ça devient très risqué pour l'avenir. Mais que sait-on ? Peut-être aussi sera-ce l'occasion pour les autres, les bons, on va dire, entre guillemets, qui qui étaient prêts à sans doute négocier pour un cardinal de transition, de transaction plutôt. Ce sera peut-être l'occasion de faire un coup de force et de dire nous voulons un pape catholique, point. Eh bien, nous verrons, et puis nous savons que le Saint-Esprit veille. Merci, monsieur l'abbé. Merci. Bonjour Pascal Théry. Bonjour Jean-Pierre, merci de ton accueil. Vous êtes donc secrétaire de l'association Jubilé de la Vendée qui organise un événement au Mont des Alouettes le 2 septembre prochain. Alors que célèbre cet événement ? Alors en 1823, c'est-à-dire il y a 200 ans, en septembre, 18 septembre, la duchesse d'Angoulême, Marie-Thérèse de France, donc fille de Louis XVI, donc la seule rescapée de la famille, puisque Louis XVII est mort au Temple et son frère aîné est mort juste avant, juillet 89. Donc passe en Vendée, passe d'abord à Bourbon-Vendée, La Roche-sur-Yon, le 17 septembre. Le 18 septembre, passe au Mont des Alouettes. Elle rencontre un grand nombre de vétérans, d'anciens de la Grande Guerre et leurs descendants. Elle en honore un certain nombre, vendéens et chouans évidemment, puisque toute la révolte vendéenne comporte les deux côtés de la Loire. Voilà. Donc, et elle demande à cette occasion la construction d'une chapelle du souvenir, qui est la chapelle aujourd'hui en place, en haut du Mont des Alouettes. Alors, pourquoi commémorer cet événement 200 ans plus tard ? Alors d'abord, la chapelle, il y a eu un certain nombre de péripéties, donc commencé dans ces années-là. Elle est arrêtée en 1830, changement de dynastie, puisque tout le monde le sait bien, Louis-Philippe, roi des Français, prend la place de son cousin. Charles X. Voilà, Charles X, oui, effectivement, qui a succédé à Louis XVIII. Donc Louis-Philippe prend la place de Charles X, c'est la monarchie de Juillet. La chapelle est arrêtée, elle sera reprise en 1968 par l'association du Souvenir Vendéen, qui fait une collecte importante et la termine. Elle est inaugurée solennellement en 1968. Voilà. Alors, pourquoi commémorer cet événement ? Parce que nous sommes à 200 ans de ce souvenir de cette journée et nous avons trouvé intéressant de commémorer 1823, qui est une date de rassemblement, d'union. Donc il faut savoir qu'on a eu 30 ans de révolution, d'empire, de restauration, donc une succession et de deuxième restauration 1814-1815, donc une succession quand même de guerres extérieures, de guerres civiles, et Louis XVIII en 1823, donc c'est Louis XVIII, envoie la duchesse d'Angoulême et donc le duc d'Angoulême qui est son fils, qui est le fils de Charles X, son frère, en tournée en France et notamment en Vendée pour un peu recréer un climat d'union et de réunion et de pacification et voilà, un climat d'unité en France. Donc, 200 ans après, nous avons trouvé très intéressant de commémorer cette unité française retrouvée. Alors, quel est le programme de cette journée, voire de ces deux journées ? Voilà. Alors, au programme, donc, deux parties, deux notions importantes pour cette journée. Une notion de fidélité, donc tournée historique, tournée vers l'événement historique, commémorer l'événement historique, mais nous y tenons beaucoup, une notion d'avenir et d'espérance.
C'est-à-dire, nous ne sommes pas des nostalgiques. Le passé est intéressant dans la mesure où il nous éclaire pour l'avenir. C'est l'histoire de l'humanité, c'est qu'une continuité. Et donc, nous voulons en Vendée commémorer d'une part l'événement passé et rappeler le courage des fidèles, de ces fidèles qui ont défendu la foi et le roi. La devise de la Vendée, c'est Utrique Fidelis, fidèle aux deux. Mais nous voulons aussi montrer par cette commémoration et par la présence, on va y venir après, de nombreux invités, nous voulons donner un message d'espoir, montrant comment, en particulier la Vendée, fidèle à ses traditions, a pu construire, un département et un département où il règne quand même un certain climat social, une certaine unité, une certaine ferveur et une certaine prospérité, on peut le dire, d'un point de vue économique par exemple, parce qu'elle s'appuie sur ses traditions. Voilà. Alors comment ça s'organise dans le programme? Qui sont les intervenants? Alors, nous aurons tout d'abord deux petites cérémonies dans la chapelle du souvenir en mémoire de la duchesse d'Angoulême et à côté à la stèle dédiée à Louis XVI, son père, puisque nous avons la chance d'avoir les deux monuments l'un à côté de l'autre. La stèle ayant été érigée et bénie en 1993, érigé par l'association royaliste légitimiste de Vendée, dont je suis le président par ailleurs. Voilà, donc nous avons ces deux souvenirs de Louis XVI et sa fille. Donc c'est un lieu très emblématique, un lieu où souffle l'esprit, on pourrait dire. Voilà. Donc en début, ensuite à 10h, nous aurons une grand-messe en plein air célébrée par le très révérend père Don Louis-Marie, donc père abbé du Barou. Qui nous fait l'honneur de venir pour célébrer cette messe. Nous aurons ensuite vers midi des allocutions de différentes responsables et présidents d'associations porteuses de l'événement. Nous aurons ensuite une après-midi, alors un pique-nique sur place avec présence de stands et de camionnettes offrant de la restauration rapide. Donc on y viendra après, le site expliquera toutes ces informations, précisera. Et le soir, deux choses importantes. À 18h, un cocktail de gala dans l'espace Herboche, c'est-à-dire la grande salle des Herbiers qui se trouve au pied du Mont des Alouettes. Et à 20h30, un concert spirituel donné dans l'église des Herbiers à côté, qui sera donné par le chœur Lux Amoris, chœur liturgique. Alors, quelles sont les personnalités d'ores et déjà annoncées, puisque vous ne nous avez pas donné beaucoup de noms, là? Je vous avais donné quand même un père abbé. Oui, le cher père Jean-Pierre. Bon, alors nous avons l'extrême honneur de recevoir je dirais le plus proche parent de la duchesse d'Angoulême, donc le prince Louis de Bourbon, duc d'Anjou, qui nous fait l'honneur et la gentillesse de venir participer à cette commémoration. Donc c'est par le sang, en remontant à Louis XVI et Louis XIV et en redescendant par Philippe V, qui a régné en Espagne, l'aîné de la branche, et donc Louis de Bourbon, donc, qui vient. Ça sera donc un événement exceptionnel à ce titre aussi. Après, nous avons des associations porteuses. Donc, j'ai parlé du Souvenir vendéen avec son président Olivier Duboucheron sera là. Nous avons en association porteuse Mémoire du futur, donc présidée par Rénal Séché, oui, qui sera là au moins en partie pour la journée puisqu'il a une autre obligation. Voilà, association royaliste légitimiste de Vendée, j'en ai parlé. Ensuite, nous invitons tous les responsables politiques du département, députés, sénateurs, maires des grandes villes, donc plusieurs nous ont répondu. Nous invitons des membres du Conseil général et nous aurons une personnalité importante du Conseil général, les maires des grandes villes, plusieurs nous ont répondu.
Nous invitons... Quand vous dites ils ont répondu qu'ils venaient ou qu'ils venaient, voilà. Ah, d'accord. Voilà. On préfère faire les annonces un petit peu par la suite. Voilà. Nous invitons l'évêque Monseigneur Jacques Collin, donc plusieurs prêtres du diocèse qui viennent ou qui tout au moins souhaitent venir parce que leur occupation, si leur responsabilité le permettent. Nous aurons bien évidemment le Père Argoache qui, lui, vous le connaissez un peu, est de toutes les fêtes vendéennes, toutes les commémorations vendéennes, parce que il a une ascendance vendéenne très forte. Voilà, le Père Argoache. Nous aurons Guillaume Bernard, donc maître de conférence à l'ICES, politologue, qui est aussi bien connu de la plupart des auditeurs. Alors, comment vous rejoindre ? Alors pour nous rejoindre, nous avons un site qui donne donc effectivement les activités de la journée, qui donne les principales informations horaires, etc. Alors il s'appelle Jubilé de la Vendée, en un seul mot, jubilédelavendée.fr. Donc en tapant ça sur le moteur de recherche, vous le trouvez tout de suite. Après, il y a aussi une page Facebook, Instagram, voilà. J'ai une jeune équipe très au fait de tous ces outils. Ça me dépasse un peu, mais j'en profite pour les remercier parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Donc, le site est l'entrée principale. Là-dessus, vous pouvez annoncer votre présence. Vous pouvez vous inscrire pour le cocktail, parce que le cocktail est la seule chose payante. Hein, le reste de la journée est offert, mais on fait appel à vos dons, bien sûr, parce que tout ça, il y a un coût assez important pour toutes ces installations. Les détails très techniques d'accès, de véhicules, etc., viendront par la suite. En son temps, on est en train de les préparer. Voilà. Je vais ajouter une chose pour les animations. Donc, j'ai parlé la messe, les allocutions, le pique-nique, enfin, et possibilités de restauration. Il faut savoir que l'après-midi, avant le cocktail, il y aura des animations, c'est-à-dire que toute l'après-midi, nous vous proposerons groupe folklorique, musique, voilà, donc un peu un festival traditionnel vendéen. Et des stands d'associations de mémoire, des stands de librairie. Voilà, une petite journée familiale aussi. Eh ben, nous espérons surtout que vous aurez du monde et puis que vous aurez beau temps. Bon, ben là, Merci nous beaucoup. demandons une petite prière à tous pour que cette journée se passe au mieux. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Bonjour Louis Martin. Donc vous êtes pèlerin en route entre Oviedo et Covadonga à l'occasion du 3e pèlerinage Nuestra Señora da Cristianda. Alors, pourquoi un pèlerinage à Covadonga et que représente ce lieu dans la mémoire collective espagnole puisque vous êtes en Espagne ? Oui, alors Covadonga, c'est en effet un lieu de pèlerinage très important puisque durant la Reconquista, en fait, ça a été la première grande bataille emportée par les chrétiens. À l'époque, envahie par les musulmans, les morts. Donc, c'était en 722. Donc, suite à cette petite victoire, en fait, il s'est passé plein d'autres nouvelles rébellions qui a donné lieu, 10 ans après, à la bataille de Poitiers que nous connaissons tous. Et voilà, après vous connaissez la suite. Donc c'était vraiment le début, c'est ce qui a donné naissance à la Reconquista. Alors, y avait-il un thème particulier pour ce pèlerinage et quelle est son originalité ? Alors, le thème du pèlerinage est demeurer en mon amour, donc Jean 15, 9. C'est un verset qui est très important puisque on peut croire que l'ennemi ne peut pas être aimé, alors qu'au contraire, en tant que catholique, on doit aimer son ennemi. On ne cherche pas à tuer son ennemi, mais plutôt à le convertir. C'est pour ça que, à travers l'amour, on va être en condition
pour chercher à donc aimer son ennemi, à le convertir. Et ce qui est très important, c'est qu'on prie d'abord pour la conversion de notre ennemi, celle de nos amis et surtout la nôtre. Voilà. Ça, c'est beau. Alors, vous, ce pèlerinage est dans la mouvance du pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté, de Notre-Dame de Paris, ou à peu près jusqu'à Notre-Dame de Chartres. Alors, vous êtes vous-même pèlerin de ce pèlerinage de Chrétienté. Quels sont les points communs, mais également les différences entre ce pèlerinage espagnol et notre pèlerinage français, mais aussi international? Alors, tout d'abord, faut bien comprendre que c'est un pèlerinage qui a été fondé par Notre-Dame de Chrétienté. Notre-Dame de Chrétienté est d'abord une association, un organisme français. Et pas n'importe lequel, puisqu'il vise à à mettre en lumière le rite traditionnel. Et suite à cela, eh bien, nous savons que Chartres a très très bien fonctionné. Et finalement, Dieu a permis que Notre-Dame de Chrétienté puisse semer un peu par-ci par-là, notamment en Argentine et en Belgique aussi, je crois, eh bien, des pèlerinages pour remettre en lumière le rite traditionnel. Donc, le point commun fondamental est que c'est un pèlerinage selon le rite traditionnel. En revanche, il y a effectivement quelques différences, à savoir déjà l'effectif. Ce pèlerinage, donc comme vous l'aviez très bien dit tout à l'heure, n'existe que depuis 3 ans. Évidemment, au niveau de la com, ça change tout, puisque là, cette fois-ci, nous sommes 1200 personnes environ. Ce qui, pour une 3e édition, est déjà très très bien. Et forcément, il y aura des différences telles que la proximité entre pèlerins. Évidemment, comme c'est plus petit, eh bien, on est beaucoup plus, on est beaucoup moins dispersé dans les chapitres, puisque tout le monde ne se connaît pas forcément, et c'est un environnement donc un peu plus priant, je trouve, pas priant mais plus recueilli, je dirais, parce qu'on est dans un chapitre pour nous à l'étranger, ce qui nous évite de passer de chapitre en chapitre, voir un cousin ou l'ami d'un frère ou je sais pas quoi, comme on pourrait voir à Chartres, et qui peut être un peu gênant. Là, ce que j'observe en Espagne, c'est qu'effectivement, ce petit effectif nous incite à rester entre nous et nous force en fait à avoir une sorte de communion au sein du chapitre. C'est-à-dire que nous prévoyons un programme spirituel, et comme on ne sera pas dispersé, eh bien on sera suivi de A à Z. On pourra suivre tout notre programme. Et c'est ça qui est très chouette dans ce pèlerinage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une grosse différence aussi, c'est que en France, à Chartres plutôt, on a un pèlerinage qui est plutôt sur un terrain plat. Ce qui est physiquement assez agréable, mais psychologiquement très compliqué. Pour ceux qui ont fait Chartres le savent, l'arrivée est très difficile puisqu'on voit la cathédrale à 1000 lieues de là où on est et en fait on a l'impression de jamais arriver. Ici à l'inverse, c'est au nord-ouest de l'Espagne, donc il y a des montagnes, il y a des collines. Physiquement c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de collines, c'est très fatigant physiquement, mais psychologiquement, finalement on voit de magnifiques paysages. On voit du vert de partout. On passe par des petits villages où l'architecture est très caractéristique. Il fait assez frais. Et en plus de ça, on tombe sur la cathédrale par surprise. Puisqu'en fait, à l'entrée de Covadonga, on ne voit pas du tout la cathédrale. On passe par quelques maisons. Et c'est à l'issue de la rue principale qu'on voit la cathédrale. Donc on arrive par surprise. Et il n'y a rien de plus agréable que cet effet de surprise finalement. Alors, comment s'est déroulé ce pèlerinage? Qui sont les pèlerins? Alors, il y a beaucoup de profils différents, ce qui a rendu le pèlerinage extrêmement agréable. Dans le sens où, évidemment, un pèlerinage, c'est d'abord, effectivement, une rencontre spirituelle, on cherche à prier, mais c'est aussi plein de rencontres. Le but d'un pèlerinage, c'est aussi d'échanger entre chrétiens, de grandir entre nous,
avec des échanges. Le fait d'avoir des profils bien différents rend le tout très complet. On a en plus d'une nourriture spirituelle complète, une nourriture humaine, une expérience humaine très intéressante. Je prends l'exemple du chapitre d'un autre chapitre français, Notre-Dame de Terre Sainte, qui réunit plutôt des profils jeunes pros et parents et familles en fait, et même quelques personnes âgées. Alors que nous, notre chapitre Notre-Dame de Fourvière, qui est basé sur Lyon, ne réunissait que des étudiants jeunes pros. Donc en fait, ça crée un mélange très intéressant, puisque parfois on peut échanger entre au sein du chapitre entre étudiants qu'on ne connaissait pas forcément, et pendant les pauses, pourquoi pas échanger avec les personnes des autres chapitres français. Et ce qui est très intéressant, c'est que notamment à l'arrivée du bivouac, c'était très facile d'échanger entre pèlerins français et espagnols, parce qu'on a tous cette débrouillardise pour essayer de se comprendre. Donc, du côté espagnol, il y a des familles, des personnes âgées, des étudiants, des enfants. En fait, c'est comme Chartres. C'est exactement comme Chartres. À une différence près, je n'ai pas vu de scout. Ah bon ? Voilà. Alors, contrairement à Chartres, qui est très réputé pour avoir beaucoup de scouts. Alors, qu'est-ce qui, très rapidement, comme Français, vous a le plus frappé ? Je pense que ce qui m'a le plus frappé, c'est la manière dont les Espagnols ont accepté l'arrivée des Français au pèlerinage. Parce que nous, en tant que Français, on a l'habitude des pèlerinages, on a beaucoup de chants, ce qui fait qu'on est assez présent. En fait, on n'est pas hyper nombreux, mais on est facilement remarqué. Alors, le but des chapitres français est effectivement de témoigner de ce que l'on vit en France. C'est de reprendre un peu ce rôle de fille aînée de l'Église, qui est de témoigner tout simplement la chance que l'on a du dynamisme catholique que l'on a en France. En Espagne, le risque, c'est que ce soit mal accueilli. Il faut absolument pas qu'on s'enorgueillisse et il faut qu'on reste humble malgré notre présence et malgré notre envie de témoigner. Et ce qui m'a vraiment le plus frappé, c'est cet accueil que nous ont fait les Espagnols. Ils ont accepté cela et ils se sont mis même à chanter avec nous. Et ça, je trouve ça formidable. C'était un risque à prendre, qu'on soit pas assez humble, qu'on soit un peu trop visible. Et en fait, non, ils ont tout à fait accueilli ça de manière parfaitement charitable. Et ça, c'est formidable. Eh bien, merci beaucoup de ce témoignage. Donc, après ces 3 journées de marche dans la montagne, vous l'avez dit, on n'est pas en terrain plat, on est dans la montagne, ce que vous avez dû voir sur les vidéos. Voilà, cette émission s'achève. La prochaine aura lieu le 27 août prochain. Il y a une petite pause pendant les vacances. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.